par un soir de janvier à Copenhague. Le froid mord au-delà des fenêtres enneigées du palais de Christiansborg, mais à l'intérieur, dans les salles rutilantes, l'atmosphère est à son comble. C'est la traditionnelle réception du Nouvel An pour le corps diplomatique, l'un des événements les plus solennels et protocolaires du calendrier de la monarchie danoise. Les parquets sont lustrés jusqu'à l'éclat d'un miroir, les flashs des appareils photos scintillent dans les lustres de cristal et une tension imperceptible plane dans l'air tandis que l'on guette l'arrivée de la famille royale. Les diplomates, vêtus de stricts habits de soirée, et leurs compagnes, en robes élégantes, se placent en respectant un ordre protocolaire rigoureux. Et là, les portes s'ouvrent à deux battants. La reine Margrethe II fait son apparition. Son allure est irréprochable, mais tous les regards ne sont pas rivés sur ses ordres ni sur sa robe, mais sur le diadème qui pare sa tête. C'est la tiare poire. Dans la lumière éblouissante des lustres, elle semble animée. 18 grandes perles en forme de poire, suspendues à une délicate structure de diamants ajourés, se balancent doucement à chaque mouvement, créant l'effet d'un chemin de lune chatoyant. Ce bijou de la plus haute distinction n'est porté qu'à l'occasion des événements d'État les plus importants, le plaçant au rang de relique telle que la parure d'émeraude du trésor du château de Rosenborg. Mais, contrairement aux joyaux de la couronne danoise, qui appartiennent légalement à l'État, la tiare poire possède une histoire bien particulière. Et cette histoire nous confronte à une énigme historique limpide. Comment un bijou, créé à Berlin pour la maison royale néerlandaise, est-il devenu l'un des symboles les plus emblématiques et reconnaissables de la monarchie danoise? Pour trouver la réponse, plongeons-nous dans l'année 1825. L'Europe commençait tout juste à se remettre des guerres napoléoniennes. La carte du continent avait été redessinée par le Congrès de Vienne, et les anciennes monarchies s'efforçaient de consolider la paix nouvellement acquise et leur position grâce à un levier séculaire, les mariages dynastiques. Dans ce complexe échiquier politique, l'alliance entre la maison de Hohenzollern, qui régnait sur la puissante Prusse, et la maison d'Orange-Nassau, à la tête du royaume des Pays-Bas renaissant, revêtait une importance capitale. L'événement clé qui scella cette alliance fut le mariage de la princesse Louise de Prusse, fille du roi Frédéric Guillaume III, et du prince Frédéric des Pays-Bas, deuxième fils du roi Guillaume Ier. Ce n'était pas seulement l'union de deux cœurs épris, mais un acte d'État. Et les présents de mariage étaient à la mesure de son envergure. Le roi de Prusse offrit à sa fille un cadeau véritablement royal, une tiare destinée à témoigner non seulement de l'amour paternel, mais aussi de la richesse et du statut de la cour prussienne. Ainsi naquit le bijou que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tiare poire. Créée par un joaillier berlinois inconnu, elle incarnait le style Biedermeier, plus sobre et raffiné que la grandeur impériale de l'Empire. Sa base de diamants, formant des volutes légères, presque aériennes, était surmontée de 18 perles parfaites en forme de poire. C'est cette forme, la poire en français, qui conféra à la tiare son appellation de poire. Mais le secret principal de son charme résidait dans sa technique de fixation. Chaque perle était suspendue en pampille, une monture mobile qui lui permettait de vibrer et de capter la lumière au moindre mouvement de tête. Cela créait l'illusion de gouttes de lumière vivantes et tremblantes, transformant la tiare d'un ornement statique en un artefact dynamique, presque respirant. L'histoire de la tiare poire aurait pu être d'une simplicité linéaire, n'eût été un fait étonnant, ajoutant un rebondissement digne d'un roman policier au récit. Elle avait une jumelle. 5 ans plus tard, en 1830, les liens dynastiques entre la Prusse et les Pays-Bas furent renforcés par un autre mariage. Le prince Albert de Prusse, frère de Louise, épousa la princesse Marianne des Pays-Bas, sœur de Frédéric. Et pour sa nouvelle belle-fille, le roi Frédéric Guillaume III commanda une tiare presque identique, également ornée de perles mobiles en forme de poire sur une base de diamants. Pendant des décennies,
les deux tiares sœurs ont coexisté en parallèle au sein de différentes branches d'une même grande famille. La trajectoire de la deuxième tiare est documentée sur plusieurs générations. De la princesse Marianne, elle passa à sa fille, la princesse Alexandrine, qui épousa le duc Guillaume de Mecklembourg-Schwerin. La propriétaire suivante fut leur fille, la princesse Charlotte, qui devint plus tard Reuss-Köstritz. Elle est la dernière propriétaire connue de la tiare jumelle. Ces photographies portant ce bijou sont la dernière preuve fiable de l'existence de cette pièce. Qu'advint-il d'elle ensuite? Ici, les faits cèdent la place aux hypothèses. Le destin de la deuxième tiare poire est véritablement inconnu. Selon une hypothèse, elle aurait pu être vendue pendant les temps difficiles de l'après-Première Guerre mondiale. Selon une autre, elle aurait été démantelée et ses parties vendues séparément. Les historiens suggèrent qu'elle aurait pu être perdue dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, sa trace disparaît au début du XXe siècle. Cette mystérieuse disparition rend l'exemplaire danois conservé non seulement rare, mais un artefact historique absolument unique, le seul témoin survivant de la générosité du roi de Prusse et de cette lointaine époque d'alliance dynastique. Revenons à notre tiare. Son chemin vers le Danemark passa par la Suède et fut marqué par une succession de tragédies personnelles. La première propriétaire, la princesse Louise de Prusse, chérissait la tiare et la porta régulièrement pendant plus de 40 ans. En 1849, elle et son époux, le prince Frédéric des Pays-Bas, arrangèrent le mariage de leur fille aînée, la princesse Louise des Pays-Bas, avec le prince héritier de Suède, Charles. 10 ans plus tard, le jeune couple accéda au trône en tant que roi Charles XV et reine Lovisa de Suède. Pour éviter toute confusion de noms, il est crucial d'identifier clairement chaque figure. La première propriétaire est Louise de Prusse. Sa fille, devenue reine de Suède, est Lovisa, née Louise des Pays-Bas. Sa petite-fille, future reine du Danemark, est Lovisa de Suède. Les événements s'enchaînèrent rapidement. En décembre 1870, à l'âge de 62 ans, la première propriétaire, Louise de Prusse, décéda. Par testament, la tiare poire fut léguée à sa fille, la reine Lovisa de Suède. Mais celle-ci n'eut jamais le temps de la porter. À peine 3 mois plus tard, en mars 1871, elle-même mourut subitement d'une pneumonie. En moins de 100 jours, la tiare devint héritage 2 fois, sans jamais orner la tête de sa deuxième propriétaire. Désormais, le bijou revint, par droit de succession, à la seule fille survivante du couple royal suédois, la princesse Lovisa de Suède. Bien qu'elle fût l'unique enfant du roi, les lois de succession en vigueur en Suède ne permettaient pas à une femme d'hériter du trône. Son destin était scellé. Un mariage dynastique avantageux. Le prince héritier Frédéric de Danemark se révéla le parti idéal. Leur union, contractée en 1869, visait à renforcer les liens entre les monarchies scandinaves. C'est ce mariage, dicté par la nécessité politique, qui fut l'événement décisif ayant acheminé la tiare poire de Stockholm à Copenhague, où elle était destinée à demeurer pour toujours. En arrivant au Danemark, la tiare ne se contenta pas de trouver une nouvelle demeure, mais aussi une gardienne à la vision audacieuse. La reine Lovisa, devenue l'épouse du roi Frédéric VIII, comprit non seulement la valeur esthétique, mais aussi l'importance historique des joyaux qu'elle recevait en héritage. Elle mesurait combien il était aisé de voir les trésors familiaux être dispersés par la vente, le partage entre multiples héritiers ou la perte pure et simple. Et elle prit une décision capitale qui modifia à jamais le statut de la tiare poire et lui conféra une immortalité certaine. Dans son testament, elle institua ce qui fut appelé un fideikommiss, Danish Royal Property Trust.
Il s'agit d'un instrument juridique particulier par lequel un bien est soustrait à la propriété personnelle pour être rattaché de manière inaliénable et perpétuelle à un titre ou à une lignée successorale spécifique. En des termes plus simples, la tiare poire et les autres joyaux de la parure que la reine Lovisa avait si soigneusement constitués cessèrent d'être de simples biens susceptibles d'être vendus, donnés ou partagés entre les héritiers. Ils devinrent un patrimoine inaliénable, à jamais attaché au titre de la reine régnante du Danemark. La tiare ne relevait plus d'une propriété personnelle, mais bien d'une institution, la monarchie elle-même. Ce fut une manœuvre géniale dans sa simplicité et son efficacité. Grâce à cette astuce juridique, la tiare, qui n'était qu'un ornement personnel ayant voyagé à travers l'Europe au gré des destins et des héritages, s'est métamorphosée en une pièce maîtresse du patrimoine national danois. La reine Lovisa ne se contenta pas de préserver ce joyau pour ses descendants. Elle lui offrit une éternité en l'inscrivant indélébilement dans la trame juridique et historique de la couronne danoise. Dès l'institution de ce fidéicommis, la tiare poire entama sa nouvelle existence en tant que joyau officiel des reines de Danemark. La ligne de succession fut alors directe et ininterrompue. Après le décès de la reine Lovisa en 1926, sa belle-fille, la reine Alexandrine, en devint la gardienne. Son règne fut marqué par les sombres années des 2 guerres mondiales et l'occupation allemande du Danemark. Durant ces époques, la tiare s'affirma comme un symbole de l'indomptable résilience et de la continuité de la monarchie. La suivante sur la lignée fut la reine Ingrid, l'épouse du roi Frédéric IX. Élégante et charismatique, elle contribua largement à façonner l'image de la monarchie danoise moderne. Sous son règne, à l'époque de la reconstruction d'après-guerre et de l'essor économique, la tiare poire rayonna lors d'innombrables réceptions d'État, incarnant la stabilité et la prospérité du royaume. En 1972, avec son accession au trône, la reine Margrethe II devint la principale gardienne de la tiare. Durant plus de 50 années de son règne, elle fit de ce joyau l'un des plus emblématiques au monde. Séparée de la tiare poire que la reine Margrethe recevait les chefs d'État, apparaissait sur les portraits officiels et inaugurait les réceptions du Nouvel An, l'érigeant en pièce maîtresse de son allure royale. Après son abdication en 2024, conformément au statut du fidéicommis, le droit de porter la tiare fut dévolu à la nouvelle reine consort, Mary. Cet événement confirma une fois de plus que la tradition vivante, instaurée par la reine Lovisa plus d'un siècle auparavant, perdure. Le parcours de la tiare poire est un véritable voyage à travers la carte et l'histoire de l'Europe du XIXe siècle. Née à Berlin comme symbole de l'alliance prusso-néerlandaise, elle transita par La Haye et Stockholm pour trouver son foyer définitif à Copenhague. Son histoire est intimement liée à la politique des mariages dynastiques, aux tragédies personnelles des reines et à la clairvoyance d'une femme qui sut entrevoir l'avenir. L'histoire de ce joyau est une brillante étude de cas sur la manière dont les symboles nationaux sont créés, transmis et, surtout, préservés. C'est un récit de la façon dont un bien personnel, grâce à une sage décision juridique, se transforme en un patrimoine national. La tiare a traversé les changements d'époque, la chute des empires et les 2 guerres mondiales, demeurant intacte. Aujourd'hui, lorsque la reine de Danemark arbore cette tiare, le lustre de ses perles reflète non seulement la lumière des lustres du palais, mais aussi toute l'histoire complexe et foisonnante de l'Europe. Une histoire de mariage dynastique, de tragédie personnelle et de la façon dont une décision juridique visionnaire a assuré à ce joyau une immortalité à l'épreuve du temps.